Ouverture de la session d'avril de l'Assemblée nationale, son président par intérim. Nous sommes plutôt à Tombouctou, situation légèrement calme après les accrochages entre terroristes et forces armées nationales et françaises. Ouverture de la session d'avril de l'Assemblée nationale, son président par intérim, Youssou Touré, invite à l'union sacrée des Maliens afin de relever les défis actuels. Le Centre national de lutte contre la drépanocytose dans la loupe du magazine Santé de ce jour avec la prise en charge de 2000 malades et l'aboutissement des efforts de l'État dans la lutte contre la maladie. Lundi 1er avril, bonsoir et bienvenue à ce journal. Hier à Tombouctou ont eu lieu des accrochages entre terroristes et forces armées nationales et françaises. Bilan provisoire, 8 terroristes tués, 5 blessés côté forces maliennes et Serval. Ce lundi matin, on entendait encore quelques tirs sporadiques. Nous avons pu joindre au téléphone le gouverneur de la région de Tombouctou. Selon lui, la situation est légèrement calme et les populations adhèrent comme elles peuvent pour démasquer les terroristes. Je vous propose d'écouter à présent le colonel-major Mamadou Mangara, gouverneur de la région de Tombouctou. Il est au micro de Tissira Dambélé. La nuit du 30 au 31 mars, il y a des éléments infiltrés qui ont pu regagner la ville, bénéficier un peu de la complicité mélangée à la population. Ils se sont attaqués à faire des tirs. Les tirs ont commencé à partir de 21h30 jusqu'au le lendemain vers 15h. C'était des tirs intensifs à l'arme lourde et à l'arme légère. Je vais parler des Kalachnikov et des lance-roquettes anti-chars. Alors le coup était tellement dur, en fait, il y a eu l'intervention des forces nationales d'abord, qui n'ont pas pu tout contenir. Et après maintenant, il y a eu l'intervention de forces françaises. Ils ont pu avoir raison d'eux et il y a eu quand même 8 tués du côté des djihadistes. Et également, chez nous, on a enregistré 5 blessés, dont un Français. Mais présentement, la situation est légèrement calme. Et pourtant, Tombouctou avait donné l'air d'une zone plus calme. Oui, Tombouctou, dans des situations déjà, c'est une zone de sécurité. Une zone de sécurité, c'est une zone où l'ennemi ne se fait pas manifester, mais peut apparaître à tout moment. Vous savez que c'est des éléments qui sont sur le terrain il y a 2 ou 3 décennies. Donc, ils connaissent parfaitement les coins et les recoins. Donc, à ce fait, ça a des cas, pour le moment, il y a des petites poches, quoi. C'est des poches de résistance très souvent difficiles. Parce que les forces de sécurité indiquées ne sont pas encore en place. Il n'y a ni gendarmes en quantité, ni garde nationale en quantité. Et donc, il y a des zones de pénétration. Mais est-ce qu'à cette date, on peut avoir une idée du profil de ce terroriste qui est toujours là dans la région? Bon, le profil, c'est que ce n'est pas des Maliens. Bon, la nationalité est difficile à reconnaître tout de suite parce que même le cadavre ne parle pas. Mais c'est des gens qui ne sont pas maliens vu leur teint. Ils sont de teint très clair, qui ne sont ni quel tamashek ni arabes. Alors, même s'ils sont arabes, ce n'est pas des arabes de chez nous. Mais le fait qu'ils arrivent à s'infiltrer, à pouvoir faire face aux forces armées, signifie qu'ils ont encore quelques moyens. Vous savez, c'est des éléments qui ne sont pas tout le temps à bord de véhicules. Hein. Alors, ils utilisent le terrain et c'est des éléments qui ont des ceintures explosives. Ils sont venus pour mourir. Le gouverneur de la région de Tombouctou au téléphone avec Tessira Emmanuel Dambélé. Ouverture cet après-midi des travaux de la session d'avril de l'Assemblée nationale du Mali. Le président de l'institution par intérim a saisi l'occasion pour inviter les Maliens à l'union sacrée afin de relever les défis de la transition. La cérémonie d'ouverture s'est effectuée en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement et des délégations parlementaires du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Tchad, du Sénégal et du Burkina Faso. Le reportage de Mamari Koné serait au cours de ce journal. Et les chantiers qui ne manquent pas à l'Assemblée nationale. À ce propos, le président de l'institution a évoqué le programme de réforme pour accroître l'efficacité de sa gestion, ce qui devrait servir de nouveau départ pour le président de l'Assemblée nationale que nous écoutons au micro de Mamari Koné. J'ai foi en l'avenir du Mali. Je crois en la capacité de notre peuple de surmonter ce cap difficile. C'est pourquoi je voulais lancer à mes compatriotes cet appel qui vient du plus profond de moi-même. Faisons l'union sacrée pour relever ensemble le défi de la transition, pour que les 2 objectifs sécuritaires et institutionnels
soit réalisée dans les meilleures conditions possibles. Réussissons les élections envisagées pour le mois de juillet prochain. Engageons-nous pour un dialogue politique sincère en vue d'une réconciliation effective des cœurs et des esprits. Enfin, bâtissons ensemble un nouveau programme économique et social pour la relance d'activités créatrices d'emplois et de revenus dans les régions du Nord en particulier et dans tout le reste du pays en général. C'est à ce prix que nous pouvons nourrir et resserrer davantage les relations de paix et de fraternité, d'abord entre Maliens, ensuite entre le Mali et les pays voisins, et mériter ainsi leur confiance. Nous devons tirer les leçons qui s'imposent pour l'avenir. De même qu'on ne peut faire sa politique avec les moyens des autres, de même on ne saurait bâtir une nation libre et digne sans le sacrifice de ses propres enfants, sans des institutions propres adaptées à ses besoins et sans des citoyens capables de les faire fonctionner normalement. Il est de la plus haute importance que les dirigeants qui auront la lourde charge de conduire les destinées de notre pays après les élections prochaines soient capables de procéder à la refondation de nos institutions. Et en priorité, il faut reconstruire les forces de défense et de sécurité. La nouvelle armée du Mali doit être bien formée, bien organisée, bien équipée et bien disciplinée. L'armée doit respecter le principe républicain de soumission du militaire au pouvoir politique. Les femmes, les jeunes, la société civile devront être largement pris en compte dans le cadre de cet effort de reconstruction. Le président de l'Assemblée nationale par intérim à l'ouverture de la session d'avril de l'institution. Le reportage complet au cours de ce journal. Avant donc de continuer, je vous rappelle qu'une forte délégation tchadienne est à Bamako au Mali. Une forte délégation qui a visité les Tchadiens à Tessalit, c'est la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme du Tchad qui s'était donc rendu dans la région de Kidal, précisément à Tessalit, pour encourager les soldats tchadiens. Ici à Bamako, la même délégation tchadienne a successivement rencontré les ressortissants et élus du Nord, les associations et coalitions pour le Mali. Adama Kodjo. Les parlementaires tchadiens sont venus remettre au président de l'Assemblée nationale du Mali le message de soutien à notre pays de son homologue Haroun Kabadi. Une visite qui intervient en marge de l'ouverture des travaux de la session parlementaire d'avril. J'ai remis ce message et on a eu d'autres entretiens concernant les problèmes de la sécurité. Les relations entre le Mali et le Tchad sont anciennes. Elles datent de longtemps, c'est pas d'aujourd'hui. Et là, si l'occasion maintenant nous a donné de venir ici, parce que ce pays frère connaît beaucoup de problèmes et nous sommes venus pour en discuter avec lui. Les parlementaires tchadiens accompagnés par leurs homologues maliens se sont aussi rendus au chevet de la quarantaine de blessés de guerre maliens et tchadiens à la polyclinique des armées et à l'hôpital de Kati. On a trouvé nos compatriotes disposant d'un moral d'acier. Ils sont très braves et puis on a discuté avec eux. Et on les a encouragés. Et vous savez, c'est une épreuve dans la vie. Ça va passer. Et puis, ce qui est important, c'est qu'ils ont sauvé l'honneur et du Tchad et de l'Afrique. C'est un devoir dont nous nous sommes acquittés en tant qu'élus, de venir voir les blessés maliens et tchadiens, en fait africains. C'est des jeunes soldats, de braves jeunes soldats qui ont une claire conscience de leur mission, qui sont blessés, des blessés de guerre. Mais franchement, j'étais personnellement très ému et très fier de voir ces jeunes-là qui ont accepté de donner leur vie, leur sang pour sauver le pays.
Selon le directeur de la polyclinique des armées, la prise en charge des patients se déroule sans problème. Nous avons un total de 12 malades tchadiens actuellement hospitalisés ici. Sur les 12, il y a à peu près 6 qui sont aptes à retourner sur le terrain. Et les autres, ils vont bien également, mais c'est des maladies de longue durée. Vous savez qu'une fracture, ça consolide en 3 à 4 mois. Le Tchad est au premier rang de l'appui militaire apporté à notre pays dans sa lutte contre le terrorisme. Le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO antenne du Mali également au chevet des blessés de guerre. À chaque destination de leur visite, les membres du réseau ont remis une enveloppe symbolique, nous signale Fademba Keita. Ces blessés de guerre qui reçoivent la visite du réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO au Mali sont au nombre de 35. 3 soldats maliens sont à l'hôpital du Mali qui est la première étape de cette visite. Deuxième étape, l'hôpital de Kati où 3 militaires tchadiens et un enfant de moins de 15 ans sont suivis par le personnel soignant. À travers cette visite, les membres du réseau veulent donner réconfort aux soldats maliens et tchadiens. Nous avons tenu à rendre cette visite de solidarité aux blessés de guerre. Visite de solidarité pour leur témoigner de notre solidarité, leur expliquer que nous sommes de tout cœur avec eux et leur dire grand merci. Merci pour l'acte qu'ils ont posé pour le Mali. Nous sommes fiers d'eux, nous leur disons merci. 25 militaires maliens et 13 tchadiens sont admis à la polyclinique caritative de Kati. Je peux vous dire qu'ils ont déjà le sourire aux lèvres parce que le premier jour, ils étaient mal en point. Mais je vous donne l'assurance qu'aujourd'hui, comparativement à il y a quelques semaines, ils se portent mieux. Et j'espère qu'ils seront mieux dans quelques jours. Un acte patriotique apprécié. C'est un sentiment de fierté parce que c'est un devoir patriotique qu'elle vient de poser. Donc on la remercie infiniment de tout ce qu'elle vient de faire. Les membres du réseau invitent les populations à collaborer avec les forces de défense et leurs alliés. Nous retrouvons la délégation tchadienne qui a été reçue par le président de l'Assemblée nationale. La délégation a remis à Younousi Touré un message de soutien des parlementaires tchadiens. Les parlementaires tchadiens et maliens ont ensuite rendu visite aux blessés de guerre à Kati, Adamakoudou. Les membres de la société civile du Tchad sont venus rendre un vibrant hommage et apporter leur soutien moral aux soldats engagés dans la guerre contre le terrorisme. Occasion pour eux de rencontrer les ressortissants et élus du Nord et l'association Coalition pour le Mali afin de réaffirmer la solidarité du Tchad pour un Mali un et indivisible et laïque. Le terrorisme, comme vous savez, n'est pas propre au Mali, mais c'est un phénomène mondial qu'il faut combattre de toutes ses forces. Pour la première fois au Tchad, dans notre pays, il y a eu une unanimité autour d'un dossier, le dossier malien. Pour plus d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme, la délégation tchadienne propose la création d'un réseau pour les sociétés civiles au niveau de l'Afrique. Nous avons contracté une dette de sang avec le Tchad. Ce que nous souhaitons, c'est de ne pas avoir à payer cette dette-là. Que le Tchad vive en paix. Que le Tchad vive dans la paix. Et que le Mali ne soit jamais appelé à payer sa dette. La délégation conduite par Digandimbaï Mahamat a aussi rencontré le ministre en charge de la Défense, à qui elle a remis une attestation de reconnaissance pour la lutte contre le terrorisme et pour la restauration de l'état de droit au Mali. Et le ministre a son tour de faire un cadeau symbolique à ses hôtes. Donc, c'était la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme du Tchad qui a rencontré successivement les ressortissants et élus du Nord, les associations et coalitions pour le Mali. Soutien du ministre du Commerce et de l'Industrie aux victimes de l'incendie qui a ravagé le marché de la ville de Caille. Il leur a remis une enveloppe symbolique de 10 millions de francs CFA avant de rassurer que son département mènera des réflexions sur la sécurisation des marchés au Mali. De Caille, le reportage de Kansutou Kanouti.
Dès son arrivée dans la capitale des rails, le ministre du Commerce et de l'Industrie, accompagné d'une forte délégation, a procédé d'abord à la visite du grand marché de Kayes, où presque tout est parti en fumée des suites d'un incendie dont l'origine n'a pas encore été connue il y a de cela quelques jours. Au lendemain de cette visite, le ministre Abdul Karim Konaté a rencontré les commerçants victimes de l'incendie et des opérateurs économiques avec lesquels il a échangé sur l'ampleur des dégâts pour trouver ensemble des solutions afin d'éviter de telles situations dans l'avenir. Il a ensuite remis au gouverneur de région, le colonel Salif Traoré, au nom du gouvernement, une enveloppe symbolique de 10 millions de francs CFA pour soulager les victimes. Il faut qu'on aille à une réflexion globale sur la sécurisation de nos marchés. Ce n'est pas Kayes seulement, c'est un peu partout. Il y a d'énormes problèmes de sécurité au niveau de nos marchés. À notre retour, nous allons immédiatement commencer cette réflexion pour faire des propositions concrètes au gouvernement. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a salué ce geste symbolique du gouvernement. Vu l'ampleur des dégâts, on en a saisi la gravité et le gouvernement a jugé bon dans l'immédiat pour parer au plus pressé de faire une contribution de 10 millions, ce qui est dans son rôle et ce qui est fort bienvenu et que nous saluons. Djabi Doucouré, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Kayes, a lui aussi remercié le gouvernement pour ce geste symbolique qui permettra de réconforter ces commerçants qui ont vu tous leurs biens partir en fumée. À noter qu'au cours de la rencontre, le gouverneur de la région de Kayes a témoigné sa frustration face à la situation. Selon lui, une commission technique a été mise en place. Les mesures qui ont été prises sont, entre autres, dégager des voies d'accès au marché pour qu'en cas d'incendie pareil, les sapeurs-pompiers, les secours puissent accéder au lieu rapidement. Après cette rencontre, le ministre a approfondi les échanges avec les opérateurs économiques sur leurs préoccupations à la Chambre de commerce, préoccupations qui ont pour nom manque de voies d'accès dans le marché, ce qui a d'ailleurs augmenté les dégâts car les sapeurs-pompiers ne savaient où passer pour éteindre le feu. Direction Beira en Mauritanie où près de 85 000 Maliens ont trouvé refuge. Une délégation du collectif des élus du Nord a rencontré les leaders des différentes communautés réfugiées. À l'issue de la rencontre, les deux parties ont convenu de la nécessité d'un dialogue entre les différentes communautés maliennes. Cette mission du collectif des élus du Nord est financée par le PNUD à travers son programme Gouvernance partagée de la sécurité et de la paix. Envoyés spéciaux Mohamed Diarra et Hadama Diarra. Le Mali a besoin de tous ses fils pour le rebâtir. C'est l'une des principales raisons de la visite des élus du Nord dans le camp des réfugiés. Nous sommes ici à Bassikounou, 20 km du camp d'Embera et à 1400 km de Nouakchott. Pour y arriver, c'est un véritable parcours de combattants. Le jeu en valait la chandelle puisque les élus du Nord sont venus voir dans quel état d'esprit nos compatriotes se trouvent et par la même occasion les livrer des messages d'espoir. Le message des élus qui est celui de préparer non seulement un retour, mais un retour pour la réconciliation, un retour pour la paix, un retour dans vraiment la communion des esprits. C'est donc parti pour 4 heures d'échange à bâton rompu. La question qui taraude les esprits, ce sont les informations sur les cas d'exaction dans le Nord. Ce que nous demandons à l'État malien, c'est de comprendre que tout le monde n'est pas rebelle, tout le monde n'est pas apatride. Que toute cette population qui est en Barra aujourd'hui, c'est des paisibles populations qui ont choisi l'exil parce qu'ils ont peur des exactions. De la discussion, jaillit la lumière, dit-on couramment. Les visiteurs étaient obligés de troquer leur casquette d'élu contre celle du psychologue doublé de diplomate pour convaincre nos compatriotes. Certains sont prêts à retourner au bercail, mais ils posent des préalables. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans la vie politique du pays, un retour à une vie constitutionnelle normale. Ce n'était pas vraiment notre souhait de quitter notre pays et d'être réfugié dans un pays étranger. Le Mali est un pays très cher pour nous. Mais la seule condition qui pourra nous faire retourner au Mali aujourd'hui, c'est qu'il faut un dialogue général entre toutes les communautés du nord du Mali. Vous voyez donc qu'eux-mêmes réclament qu'à leur retour, il faut dialoguer entre nous. Et c'est pour cela que nous avons dit la dernière fois, Monsieur le Président de la République du Mali, par intérim, faites vite, mettez cette commission, mettez-la à l'œuvre. Les hommes attendent, les populations attendent pour qu'elles puissent parler entre elles.
Si certains réfugiés maliens prêtaient un moment une oreille attentive à la sirène des séparatistes, aujourd'hui la réalité est tout autre. Le Mali reste un et indivisible. Nous, on n'a jamais été contre un Mali un et indivisible, mais un et indivisible, ça a un sens. Un pour tout le monde, indivisible pour tout le monde. Il faut que les gens soient égaux dans le Mali un indivisible. La mission aura donc été bénéfique. Les uns et les autres se sont dit les 4 vérités. Et cela afin d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Mali. Écrire des pages de l'histoire dans la paix, mais aussi dans le développement. Et justement, c'est à cela qui s'attelle dans la région de Sikasso, Save the Children, en mettant l'accent de ses interventions sur l'éducation, l'hygiène et l'assainissement. Cela par la réalisation de plusieurs infrastructures dans les villages de Fashoribougou et d'Adoumabougou. Reportage à Sikasso de Adama Kamara et Ramata Konati. À Fashoribougou, localité située à 25 km de Sikasso, presque tout est mis en œuvre pour favoriser l'éducation des enfants. Réalisation d'un château d'eau dans la cour de l'école, création d'un centre de développement de la petite enfance CDPE et celle du centre Samougoya pour l'alphabétisation des adultes. Anatou Koulibaly suit avec intérêt les cours au centre Samougoya. L'élève de la classe moyenne a acquis des connaissances. Quand je suis venu ici, j'ai appris beaucoup de choses. Même au cours des routes, les plaques qui sont là, je peux les lire, je peux faire ce que je veux, écrire ce que je veux. Je peux lire tout ce qui est écrit en langue nationale Bamanankan. Je profite aussi pour aider mes enfants qui sont au jardin, les appuyer à la maison. C'est un comité de gestion dont les membres ont été formés en activités génératrices de revenus qui s'occupe du fonctionnement de ces infrastructures socio-éducatives. On a donné un fonds et actuellement nous avons acheté du gingembre qu'on garde et quand on vend les bénéficiaires à acheter les petits matériels comme la craie, les ardoises et autres pour les jardins d'enfants. Cette initiative pourrait être un début de solution pour la pérennisation des actions de développement au profit des 1297 habitants de Fashoribougou. Juste à 2 km de ce village, plus précisément à Dadoumambougou, il existe les infrastructures similaires. À la différence du premier, le second a été certifié l'an dernier, village propre parmi les 10 localités en compétition. Autre spécificité de cette zone, le système de parrainage dans lequel existe une correspondance entre les 120 élèves de Dadoumambougou et les enfants américains, italiens et sud-coréens. Et le projet porte déjà fruit. À Mopti, 1000 personnes déplacées viennent de bénéficier de dons de la part de l'ONG internationale Islamic Youth League. 20 millions de francs CFA, c'est la valeur des vivres distribués à la direction régionale du développement social et de l'économie solidaire, Moustapha Doumbia. Le don est composé de 25 tonnes de riz, 5000 litres d'huile et 5 tonnes de sucre pour un coût global de 20 millions de francs CFA. L'ONG internationale Islamic Youth League collabore dans le cadre de partenariat avec le Mali et dans le cadre aussi humanitaire. Montrer notre solidarité envers les déplacés du nord du Mali. C'est en collaboration avec le comité régional de crise que l'ONG Youth League a organisé cette remise au profit de 1000 personnes déplacées du nord à Mopti. Porter assistance et aide aux déplacés, nous avons tous ce devoir de le faire. En tant qu'Africains, vous avez répondu donc à l'appel de vos frères d'Afrique qui ont souffert ce martyre du déplacement, le martyre des narcotrafiquants et des terroristes. A signalé que Youth League est une ONG internationale islamique basée à Bamako. À Sikasso, c'est l'ONG ASEN et la Ligue des prédicateurs du Mali qui manifestent leur solidarité aux déplacés qui ont reçu une importante quantité de vivres estimée à plus de 10 millions de francs CFA, nous signale Sekou Konati. 11 tonnes de riz, 11 tonnes de mil, 5 tonnes de sucre et 5000 litres d'huile, le tout pour plus de 18 millions de francs CFA. C'est ce don que l'ONG turque Hassana, basée en Allemagne, en collaboration avec la Ligue des prédicateurs du Mali, vient de faire aux déplacés des régions nord
vivant dans la région de Sikasso. L'organisation Asena est créée pour venir en aide à leurs frères musulmans qui sont généralement en détresse. Bon, comme vous le savez, ces 2 dernières années, la crise qui a frappé le Mali a fait des déplacés, a fait beaucoup de difficultés, a causé beaucoup de difficultés à nos frères maliens. Donc il était un devoir pour nous, un devoir moral, un devoir religieux de venir en aide à nos frères musulmans qui sont au Mali. Estimé à plus de 13 000 déplacés à travers la région de Sikasso, la présente donation est la parfaite illustration d'une solidarité soutenue pour soulager ces hommes, femmes et enfants contraints de quitter la terre natale par la faute des forces du mal. Les déplacés de Sikasso vous disent merci. Que Dieu accepte votre générosité qui est tout simplement une assistance à vos frères se trouvant dans le besoin. Et pour les autorités régionales, le geste de l'ONG Hassana est un symbole fort à l'endroit du peuple malien. Dans l'espoir d'un très prochain retour des déplacés dans leurs foyers respectifs, il me plaît encore une fois de réitérer l'expression de nos remerciements les plus sincères et le témoignage de notre profonde reconnaissance pour les aides et les appuis multiformes reçus de loin ou de près. Une cérémonie mise à profit par le collectif des locataires de Sikasso pour apporter la somme de 120 000 francs comme contribution à l'effort de guerre. Sport football, 2 rencontres étaient hier au compte de la première journée du championnat national de Ligue 1. Rien ne va plus pour l'ASB qui a été de nouveau battu 1-0 par le CSK. Mais le match au sommet était celui qui opposait le COB au Djoliba AC, une rencontre soldée sur le score de 1 but partout. C'était en présence du tout nouveau président du Djoliba AC. Le compte-rendu des rencontres avec Kaldi Matina. À quelques jours de son match retour de la Ligue africaine des champions, le Djoliba Athletic Club ne pouvait avoir mieux comme test que cette opposition face au club olympique de Bamako pour véritablement juger sa capacité. En plus, cette rencontre intervient au lendemain de l'intronisation d'un nouveau président à la tête des Rouges de Bamako. De quoi ragaillardir l'équipe de Hermakono qui va entrer pied au plancher dans la partie. Janvier Abouta expédie à la 12e minute un tir sur lequel le portier du COB Abdoulaye Samake Kourato a du mal à capter. Serou Diallo, présent dans la récupération, perd son duel. Les Rouges vont continuer à pousser jusqu'à obtenir l'ouverture du score à la 18e minute. Gissa Balo fait la différence dans son couloir et sert en retrait Idrissa Namalaiko Traoré qui contrôle et envoie une frappe croisée ras de terre pour le but. Les Olympiens qui ont de la peine à réagir vont être sauvés par leur transversal suite à ses retournées acrobatiques de Janvier Abouta à la 26e minute dont il a le secret. Maître du jeu, les Rouges vont rater avant la pause cette autre occasion remarquable. Parti dans le dos de la défense des Verts du COB, Serou Diallo encore lui n'est pas au rendez-vous. La mi-temps va permettre à l'entraîneur du COB de recadrer ses troupes. Ainsi les occasions se feront rares du côté de l'Ibis. Qu'à cela ne tienne, les Rouges de Bamako vont avoir la possibilité de scorer à nouveau. Mais le briscard Janvier Abouta a trouvé les moyens de mettre le ballon au-dessus des buts du COB. Le club olympique de Bamako, qui n'est mené que par un but, va établir la partie à la 79e minute par Idrissa Sangaré qui en fera bon usage de ses coups francs dont Cheikh n'a fait que constater les dégâts. Dans la foulée, cette égalisation va provoquer des débordements dans les gradins entre supporters de l'UIS et pro-olympiens. Finalement, tout rentrera dans l'ordre grâce à la mobilisation des forces de l'ordre. Un but partout entre les deux formations. Occasion ratée donc pour le tout nouveau président du Djoliba Athletic Club de savourer sa première victoire à la tête des Rouges de Bamako. Association sportive de Bamako, Centre Salif Keita, était la seconde affiche de la journée. Pour l'ASB et le CSK, l'objectif est désormais le maintien. À cet effet, une victoire pouvait énormément faire du bien à l'une ou l'autre formation. Et le moins ce qu'on puisse dire est que la meilleure affaire a été réalisée par les boys du CSK en bleu. La réalisation de Modou Diawara Major à la 32e minute permet au CSK d'engranger 3 précieux points pour la suite de la compétition. En revanche, pour les jaunes de Grand Tibou Nerekro, plus les journées avancent, plus l'ASB perd du terrain pour pouvoir rester Ligue 1. C'était donc le compte rendu des matchs de la 19e journée du championnat national de Ligue 1.
Un dossier dans ce journal, il s'intéresse à la libération du secteur privé qui fait que le Mali enregistre de nos jours plusieurs cabinets de soins médicaux pour la création d'un cabinet. Il existe pourtant des critères parmi lesquels l'agrément et la licence, des critères qui ne sont pas toujours respectés par certains promoteurs de cabinets. Le dossier s'intéresse également au point de vue de la population par rapport à la qualité des services des cabinets de soins. Adama Kodjo. Depuis environ 2 décennies, notre pays connaît une prolifération sans précédent de structures privées de santé. Parmi ces structures, les cabinets médicaux qui ont pour mission essentielle la satisfaction des besoins en soins des patients. Au même moment, beaucoup de questions restent posées quant à l'efficacité des services rendus par certains de ces centres de santé privés. Très honnêtement, il faut avouer que le besoin est là et que la santé est un bien très précieux. Nous devons mettre beaucoup plus de sérieux dans la création de ces cabinets de santé. Dans certains cabinets, tu ne sais pas qui est médecin, qui est infirmier, qui est aide-soignant. Bon, c'est là le problème. Il faut vraiment un suivi correct du gouvernement par rapport à cet état. La prolifération des cabinets privés rapproche les patients des structures de santé. Cependant, l'accès aux soins est une préoccupation majeure. Il faut parler de la question des prix. Parce que les citoyens lambda n'ont pas bien sûr les moyens de se payer la facture dans les cabinets privés. Il suffit d'avoir une chambre, mettre une chaise et puis un petit lit pour dire qu'ils ont ouvert un cabinet. Ça, c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon. Et puis, ils font des ordonnances kilométriques à des pauvres gens. Pour les membres de l'Association des médecins libéraux du Mali, le travail bien fait au bénéfice des patients est une priorité professionnelle, une priorité déterminée par l'éthique et la déontologie. On pense aujourd'hui que les médecins libéraux, c'est des commerçants, on n'est pas des commerçants. Il n'y a aucune différence entre moi, médecin libéral, et médecin dans une structure étatique, c'est-à-dire au Gabriel ou au Point-G. Non, aucune différence. Nous sommes tous des Maliens, nous avons reçu la même formation, et d'ailleurs, moi, je dirais que de notre côté, nous avons plus de responsabilités. Parce que nous, notre responsabilité sur le plan éthique et déontologie, sur le plan texte, est directe. Je voudrais dire qu'il y a des textes qui nous régissent. Il faut se conformer aux textes pour se mettre à l'abri. Et c'est obligatoire. Le privé et le public, il y a une grande différence. Il y a beaucoup de taxes qui nous sont imposées, donc ce qui rend un peu nos analyses, nos consultations, bref, nos actes un peu plus chers par rapport au public. Mais on essaie de faire notre mieux quand même pour que la plupart de la population puisse accéder à nos soins. La création d'un cabinet médical nécessite une autorisation des services en charge de la santé. Et pour ce faire, le médecin est appelé à respecter un certain nombre de critères. Il faut obligatoirement l'agrément. L'agrément d'exercice privé d'avoir de la médecine, de la santé au Mali. Donc à côté de ça, tu vas fournir la liste du matériel que tu dois mettre à l'appréciation de l'ordre et du département. Nous avons aussi le contrat de notoriété. Finalement, les jeunes qui s'installent, ils louent des maisons à usage d'habitation pour les transformer en structure de santé. Donc il faut un contrat de bail. À cela s'associe la liste du personnel, parce qu'il faut un personnel minimum requis. Et il faut aussi la copie et l'agrément et puis le contrat de travail avec les différents personnels que tu vas employer. Mais en plus de cela, il faut aussi l'agrément. Si tu vas travailler en collaboration avec d'autres médecins, il faut leur agrément dedans. Mais si tu vas travailler avec les infirmiers aussi doivent avoir un agrément d'exercice privé de la santé. Donc tout cela est corrélé par le rapport de visite technique. Au Conseil national de l'ordre des médecins, l'on est conscient de l'existence des cabinets privés qui ne répondent pas aux normes. C'est pourquoi l'ordre se mobilise en vue d'assainir le secteur. Que ceux qui ne se mettent pas une fois, 2 fois, qui ne se conforment pas à la législation, en ce moment les mesures peuvent être là. Parce qu'on va leur donner des lettres d'avertissement. Les sanctions sont là. Les sanctions sont là et de façon graduelle. Donc on va leur donner des lettres d'avertissement. S'ils ne se conforment pas à cela, donc on va les demander de fermer, même si c'est temporaire. Et s'ils ne se conforment pas à cela, donc on sera obligé de faire appel à l'autorité judiciaire, donc qui nous aidera à fermer ces cabinets. Pour l'efficacité des services privés de soins, déjà une opération de recensement des cabinets médicaux est en cours. Elle permettra à notre pays de se doter d'un répertoire fiable.
Nous allons reparler santé à la fin de cette édition, mais avant, voyons le reportage sur l'ouverture cet après-midi des travaux de la session d'avril de l'Assemblée nationale du Mali. Le président de l'institution, par intérim, a saisi l'occasion pour inviter les Maliens à l'union sacrée afin de relever les défis de la transition. La cérémonie d'ouverture s'est effectuée en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement et des délégations parlementaires du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Tchad, du Sénégal et du Burkina Faso. Mamari Kone pour le compte rendu. L'ombre de la crise sécuritaire et institutionnelle a beaucoup plané sur la cérémonie d'ouverture de cette session d'avril de l'Assemblée nationale. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale par intérim a rendu un hommage mérité à la France, au Tchad et aux pays de la CEDEAO, dont l'intervention aux côtés des forces armées maliennes a mis fin à l'avancée des terroristes et permis le déclenchement de la phase de sécurisation et de stabilisation en cours. Il est vrai que cette guerre nous a été imposée. Mais pourquoi l'avions-nous subi si facilement et si durement? Le temps viendra où nous devrons tirer ensemble et sans complaisance aucune les leçons de ce qui s'est passé pour que jamais nous ne revivions un tel effondrement politique, sécuritaire et moral. Mais entendons-nous bien, les pays amis sont venus nous aider, certes, mais pour nous remettre debout, faudrait-il que nous-mêmes ayons la volonté de nous relever. C'est un discours teinté d'optimisme que le président de l'Assemblée nationale a adressé à l'assistance. Il a aussi évoqué les nombreuses actions diplomatiques entreprises par les élus de la nation en vue de faire connaître la situation réelle du pays. J'ai foi en l'avenir du Mali. Je crois en la capacité de notre peuple de surmonter ce cap difficile. C'est pourquoi je voulais lancer à mes compatriotes cet appel qui vient du plus profond de moi-même. Faisons l'union sacrée pour relever ensemble le défi de la transition, pour que les deux objectifs sécuritaires et institutionnels soient réalisés dans les meilleures conditions possibles. Réussissons les élections envisagées pour le mois de juillet prochain. Engageons-nous pour un dialogue politique sincère en vue d'une réconciliation effective des cœurs et des esprits. L'autre temps fort de cette cérémonie a été l'intervention des délégations des parlements amis de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Tchad, du Burkina Faso et du Sénégal. Ces délégations ont exprimé leur soutien à l'Assemblée nationale et au peuple malien. Une marque d'amitié et de solidarité appréciée par les élus de la nation. C'est au Centre national de lutte contre la drépanocytose que s'intéresse la chronique santé de ce lundi. Un centre qui est la solution à cette maladie qui touche des milliers et des milliers de Maliens. La prévention et la prise en charge sont les principales missions du centre. Focus Santé, c'est une réalisation de Tchessira Dambeli. C'est ici, à quelques mètres de l'entrée de l'hôpital du Point G, que se trouve depuis 2010 le centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. Il est l'aboutissement des efforts de l'État dans le combat pour la prise en charge adéquate des malades de la drépanocytose. Cette maladie génétique est présente chez 1% des enfants qui naissent chaque année au Mali, soit entre 5 et 6 000 naissances de drépanocytaires par an. Avec la création de ce centre, c'est tout un espoir qui est donné à tous ceux qui vivent avec cette maladie du sang. Depuis l'ouverture, donc, on fonctionne selon une médecine préventive. Ça consiste en quoi? Ça consiste à enregistrer les malades et à les suivre régulièrement tous les 2 ou 3 mois en fonction de l'âge, pour faire en sorte qu'on puisse détecter très précocement les complications. Et les consultations sont ouvertes aussi pour des malades qui, entre-temps, ont fait des complications pour être hospitalisés. Donc, volet préventif, volet prise en charge des cas aigus. Et l'hôpital de jour est ouvert de 7h30 pratiquement jusqu'à 20h pour recevoir ces cas aigus-là. Donc au jour d'aujourd'hui, on est actuellement à plus de 2000 malades répertoriés dans le centre et qui sont suivis régulièrement tous les 3 mois dans le centre.
La drépanocytose ou anémie falciforme n'est pas bien connue du grand public. C'est pourquoi dans les couples, les conjoints peuvent souvent se rejeter la responsabilité d'être la cause de la maladie chez leur enfant. Un enfant ne peut pas être drépanocytaire si l'anomalie génétique à l'origine de la maladie ne se retrouve pas à la fois chez le père et chez la mère. La forme maladive de la drépanocytose coûte cher au ménage en ce qui concerne sa prise en charge, puisqu'elle nécessite un suivi régulier et se détecte chez l'enfant dès l'âge de 6 mois à travers quelques signes. Pour la forme majeure, les manifestations commencent généralement très tôt dans l'enfance, c'était notamment le gonflement des pieds et des mains chez les petits-enfants, mais plus tard, c'est plutôt ce qu'on appelle, peuvent apparaître des douleurs articulaires. Ça, c'est ce qu'on appelle les complications aiguës et principalement la crise drépanocytaire. Et elle se manifeste effectivement, dont la première manifestation, c'est la douleur. Donc la douleur au niveau des os et des articulations. Le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose a pour mission le diagnostic, la prise en charge de la maladie, la formation, la recherche. Quand un patient arrive ici, les spécialistes du centre cherchent d'abord à infirmer ou à confirmer par des analyses la présence du gène drépanocytaire chez le plaignant. Tout se fait ici, dans ce laboratoire, où nous avons des équipements de dernière génération qui nous permettent de rendre un certain nombre de bilans hématologiques et biochimiques afin d'aider le médecin dans sa prise de décision médicale. En ce qui concerne le dépistage, nous avons juste besoin de 5 minutes pour rendre un résultat. Pour ce qui est des paramètres hématologiques, disons que c'est 2 minutes. Et puis la biochimie, au maximum 5 minutes également. Le Centre de lutte contre la drépanocytose dispose de l'un des 2 Doppler transcrâniens du continent. Un appareil qui permet de dépister à temps chez les enfants les complications qui peuvent conduire à un accident vasculaire cérébral. Et le gros avantage de cet appareil, de cette mesure, c'est que l'on va, en mesurant la vitesse, on va détecter les sténoses au niveau de l'artère cérébrale. Ce qui fait que, à partir du moment où on a détecté ces sténoses se manifestent par une augmentation de la vitesse, ce que je repère en prenant les mesures de la vitesse. Et à partir du moment où ces enfants présentent une vitesse accélérée, on va mettre en place soit un protocole de surveillance tous les 3 mois, en vérifiant tous les 3 mois que les vitesses ne vont pas trop accélérer. Et si elles arrivent à un certain seuil, on va mettre en place un protocole très spécifique pour cet enfant drépanocytaire à base de transfusion mensuelle. Ici, on insiste là-dessus, l'enfant drépanocytaire doit se soumettre à cet examen tous les 3 mois. Pour mieux faire connaître la maladie, le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose ne concentre pas ses efforts que sur la ville de Bamako. Il a commencé à former des relais communautaires comme les directeurs d'école, les hommes de médias en vue de vulgariser les connaissances sur cette maladie. C'est tout pour cette édition de Midi.